yite kan hamra yitin Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Attention, le coronavirus semble rebondir au Sénégal après des semaines d'accalmie. Une maladie qui a déjà assez éprouvé le pays, l'économie, le plan de relance de Macky Sall. Le budget 2021 du Sénégal, 4 589 milliards de francs CFA, une hausse de 373 milliards comparé à 2020. Le marathon parlementaire pour l'examen de ce projet de budget a débuté cette semaine à l'Assemblée nationale. Et notre invité, lui, il est passé hier devant les députés. Bonjour, cher Omar Anne. Bonjour, Babacar. Bonjour, chers auditeurs. Babacar, j'ai beaucoup aimé votre introduction. Surtout le début, quand vous parlez du regain de la pandémie de la Covid-2019. Vous avez dit attention. Et je pense que c'est le mot le plus approprié par rapport à cette situation en parlant aux Sénégalais. Parce que ça revient et on n'en a pas les capacités de résister. On n'en a pas. Et attention, parce que si on fait attention, on s'en sort. Parce qu'il est approuvé partout dans le monde que pour combattre la Covid-19, il faut le respect des mesures barrières. Ils sont un dispositif, le respect des mesures barrières, c'est un dispositif efficace pour la lutte. Il faudra porter les masques, respecter la distanciation sociale et prendre les mesures d'hygiène qu'il faut. Utiliser, se laver les mains régulièrement. Nous avons une bonne expérience. On est parvenu dans un premier temps à combattre cette maladie. On a baissé les bras. Ce n'était pas le bon moment. Il faut se remobiliser et donc faire un appel au peuple sénégalais, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup apprécié aussi l'introduction parce que vous avez fait le point de la situation nationale de cette semaine. Alors, cher Romain Anne, justement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que vous dirigez se voit attribuer un budget prévisionnel de 450 milliards de francs CFA. Beaucoup de questions sur les chantiers et les défis qui vous attendent. Il y a déjà cette année 73 000 nouveaux bacheliers que vous dites vouloir tous orienter dans les universités publiques, vraiment. Oui, je reviendrai d'abord, Babacar, sur le budget. Vous avez parlé de 450 milliards. Ça, c'est les autorisations d'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, cette année, pour l'année 2021, le gouvernement du Sénégal a décidé d'appliquer selon les recommandations de l'UEMOA, le budget programme. Cela veut dire que chaque ministre devient l'ordinateur de son budget. C'est la raison pour laquelle le ministre des Finances, en début d'exécution budgétaire, met à la disposition de chaque ministre les engagements par rapport au plan triennal d'investissement. C'est sur 3 ans. Le programme porte sur 3 ans. Cela veut dire que les 450, c'est les engagements que je peux faire sur les 3 ans et qu'on peut débuter pendant cette année 2021. Par exemple, il m'est possible, dans le cadre de la construction d'une université qui coûterait par exemple 30 milliards, d'engager 10 milliards cette année, 10 milliards l'année prochaine et 10 milliards l'année suivante. Ça, j'ai les possibilités de le faire en tant qu'ordinateur du budget. C'était du ressort du ministère des Finances. Maintenant, chaque ministre a les possibilités. C'est les 450 milliards. Mais la réalité du budget 2021 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en termes d'engagement possible, autorisé, c'est 239 milliards et quelques. Maintenant, vous avez parlé des enjeux de l'Université du Sénégal. Aujourd'hui, les enjeux, il faut une nouvelle orientation. Vraiment, pour l'enseignement supérieur. À ce moment-là, il faudra certes, comme vous connaissez le milieu, il faut engager les concertations. Mais moi, en tant que ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation, je puis dire qu'il faudra qu'on s'adapte par rapport à la situation internationale, par rapport à ce qui se fait dans le monde, dans toutes les universités du monde, parce que le système universitaire est à la limite mondiale. Et les nouvelles orientations, c'est l'utilisation du numérique, numérique, avec la mise à disposition pour les étudiants et peut-être même pour la communauté de cours en ligne. Notre système a démontré... Attention aux limites, hein, la disponibilité, les équipements, l'accès. Ce qu'il faut reconnaître, ce n'était pas l'ancien dispositif. On va aller vers un autre dispositif. Il y a des choses qu'il faudra certainement démarrer. Il y a des choses qu'il faudra améliorer parce qu'on n'est pas parti aussi de zéro. Parce que, comme vous le savez, dans chaque université du Sénégal, il y a une direction des infrastructures et du système informatique qui existe déjà. Donc, il y a quelque chose. On a une gestion quand même numérisée des effectifs. On a une bonne partie dans certains établissements. C'est sur cela que vous vous basez pour dire on va orienter... Non, je vais en venir. On a une bonne expérience au Sénégal, l'Université virtuelle du Sénégal. Avec beaucoup de problèmes. On parlera de l'UVS d'ailleurs tout à l'heure. Avec beaucoup de satisfaction, Babacar. Hier à l'Assemblée, j'ai devant la représentation nationale fait l'éloge de l'Université virtuelle du Sénégal. En quelques années, l'université s'est positionnée comme la deuxième université du Sénégal. Et ça, c'est une dynamique nationale, mais c'est une dynamique qui va avec les tendances au niveau international. Elle sature avec son petit budget. Oui, il y a des problèmes de budget, mais c'est à notre portée. Il suffit que maintenant, on donne le budget approprié pour qu'on renforce les capacités. Environ 5 milliards, c'est sous-évalué. 5 milliards ils ont 5 milliards gérés directement par la direction de l'UVS. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous gérons la connexion des étudiants, nous gérons l'achat des ordinateurs. Tout ça regroupé, ça fait autour de 7 milliards. Mais je pense que c'est insuffisant réellement par rapport aux résultats que nous obtenons de l'UVS. Aujourd'hui, l'UVS est la deuxième université du Sénégal avec 35 000 étudiants. Et les premières promotions de l'UVS qui sont sorties sont parvenues à s'insérer dans le marché de l'emploi. Ils ont participé à des concours organisés au niveau national et international. Ils sont sortis parmi les premiers. Ils trouvent de l'emploi dans le privé et des emplois en relation avec la formation qu'ils ont suivie. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, dans le monde aussi, c'est le télétravail. Donc, quelqu'un qui fait du téléenseignement, il a beaucoup plus de dispositions. C'est pourquoi M. le Président de la République a demandé à ce qu'on adapte le système en utilisant à la fois l'expérience de l'UVS, mais aussi les infrastructures qui existent au niveau de l'ADIE. Qu'on comprend, c'est qu'au Sénégal, pendant ces dernières années, le président de la République a fait... L'agence de l'informatique. L'agence de l'informatique. Est-ce que vous avez déjà fait le dispatching sur qui va où pour les 73 000 nouveaux bacheliers? Oui, pour les orientations, nous allons orienter tous les bacheliers qui en feront la demande parmi les 73 000 bacheliers. On a 69 000, 68 000 et quelques bacheliers qui en ont fait la demande. Aujourd'hui, par rapport à notre évaluation des capacités... Inscription en ligne, je le rappelle, via la plateforme. Oui, on a terminé l'inscription. Ils ont tous terminé la procédure de choix, de demande d'orientation. Ils ont fait les choix dans l'ensemble des universités, les ISEP et les BTS. C'est une nouveauté parce que le président de la République a ordonné à ce que tout ce qui est enseignement supérieur, même en termes de formation professionnelle, soit géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a terminé le dispatching parce que c'est lundi qu'on commence les orientations. Cela veut dire donc qu'on a une maîtrise des capacités de chaque formation dans toutes les universités du Sénégal. Ainsi, on s'attend à orienter autour un peu moins de 25 000 à l'université Cheikh Anta Diop, qui en avait reçu l'année dernière 24 000. Je rappelle qu'on a une augmentation de 20% des bacheliers par rapport à l'année dernière, et c'est 20 000 bacheliers de plus. L'université virtuelle en avait reçu 10 milliards. Ils ont fait un programme 10 000 étudiants. Il était prévu de leur envoyer 15 000. J'avais dit par rapport aux contraintes qu'ils avaient de limiter à 10 000.
Cette année, ils nous ont présenté un programme d'investissement et d'amélioration de leur budget qui leur permettrait d'aller à 30 000 étudiants. Nous avons décidé de leur envoyer à peu près 25 000 étudiants, mais en finançant de façon conséquente la requête qu'ils nous ont présentée. Les autres universités se partagent le reste. Les autres universités se partagent le reste. Oui, mais il y a beaucoup de questions envoyées par nos auditeurs. Il y a 1300 bacheliers de 2019 qui n'ont jamais été orientés et qui attendent toujours. Qu'allez-vous faire pour eux? Oui, vous savez, quand on sort un chiffre, moi je voudrais bien comprendre d'où ça sort ces 1300. Depuis 6 mois, on me parle de 1300 étudiants. La première fois que c'est sorti, c'est une société, c'est une association, la société civile qui a sorti les chiffres. Le principal, monsieur le ministre, c'est qu'il y a des bacheliers de 2019. Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi je réponds, il n'y en a pas. Et je vais vous démontrer qu'il n'y en a pas. Expliquez-nous alors. Alors voilà, c'est la première fois que c'est sorti. C'est France Frappe, Sénégal Dégage, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui a sorti les chiffres. J'ai demandé à ce que m'on donne la base de données. Parce que le système d'orientation se fait sur la base de Campusen, qui accueille les étudiants qui viennent. Campusen.sn. Campusen, ça s'appelle Campusen. C'est la plateforme électronique. Oui, c'est l'adresse Campusen. Donc, chaque étudiant qui a le bac, qui va aller à l'université, être orienté. Depuis l'année dernière, nous avons dit que tout le monde sera orienté dans les universités publiques. Vient dans Campusen, crée un dossier, demande une orientation. La commission d'orientation en relation nationale d'orientation en relation avec les différents universités et établissements d'enseignement supérieur qui fixent les critères, procède à l'orientation selon les capacités définies. Et chaque étudiant compétit comme les autres pour avoir une place. Donc, comme vous comprenez, l'orientation, c'est une compétition. Ensuite, vous avez 18 options. On peut, dans un premier coup, vous orienter, par exemple, à votre 14e inscription. On vous dit qu'il y a d'autres qui sont orientés, mais qui peuvent, sur les autres options, mais qui peuvent ne pas valider. Donc vous pouvez valider ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez ne pas valider. Mais il arrivera un moment où on vous oriente, c'est la dernière orientation, vous ne pouvez pas aller au-delà. On vous dit là, c'est votre dernière orientation, c'est votre orientation définitive. Si vous acceptez, vous validez et vous vous inscrivez. Si vous n'acceptez pas, vous sortez du système, vous sortez du concours. Mais on vous a orienté. Mais il vous revient maintenant, personne ne peut imposer à qui que ce soit d'accepter une orientation. Si vous ne validez pas, vous n'êtes plus dans le système. Et vous ne vous inscrivez pas. Mais si on vous oriente et que vous ne vous inscrivez pas, c'est que vous n'avez pas voulu vous inscrire, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a des étudiants qui créent un dossier, s'inscrivent et n'acceptent pas leur orientation. Ils ont été orientés, ils n'ont pas accepté. Il y en a d'autres qui ne terminent même pas la procédure. Et il y a d'autres qui ne viennent même pas sur Campusen. Il y en a aussi qui demandent une dérogation. Non, j'arrive, Babacar, parce que c'est une question importante, parce que nous avons un dispositif que nous sommes en train de lancer. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne, que tous les Sénégalais comprennent. Parce que moi, je suis sûr que les étudiants comprennent. Parce que quand on nous a parlé de 1300 étudiants, le directeur général de l'enseignement supérieur a reçu des instructions pour les rencontrer. On a rencontré le collectif. On leur a dit, donnez-nous la base de données. On vérifie si ces étudiants ont fait la demande et n'ont pas été orientés. Ils disent que non, ils ne peuvent pas donner de fichiers. Ils ne peuvent pas donner de liste. Ils ne veulent pas ils veulent être orientés sans qu'on ne vérifie s'ils ont été orientés en 2019 correctement. On leur a dit que cela n'est pas possible. C'est une compétition. Et vous devez compétir comme tous les Sénégalais. Il y en a eu 60 000 qui ont compéti. Si vous n'avez pas compéti, ils sont partis, ils ont fait une grève. Gérée par le préfet de Dakar, qui certainement m'écoute.
Le préfet m'a demandé de les recevoir. J'ai dit au préfet, la direction générale de l'enseignement supérieur est prête à les recevoir et à examiner tous les cas qui lui seront présentés. Il n'y a que 13 qui sont venus. 13. Les 13, les 4 ont refusé de valider leur orientation. On leur a dit. Les 6 ont commencé la procédure, n'ont pas allé jusqu'au bout. Les 3 qui restent ne sont jamais venus sur la plateforme. Et on leur a donné les preuves. Parce que quand vous venez sur la plateforme, dès que vous rentrez sur la plateforme vous enregistre, mais vous avez un mail et un SMS dans votre numéro de téléphone. Il y a une traçabilité qui est là. Donc, il n'y a pas eu, à ce jour, un seul étudiant. Et je prends un défi, quiconque dira le contraire. Un seul étudiant qui se présentera devant nous et qui justifie qu'il a fait la demande pour être orienté et qui n'a pas été orienté en 2019. Il n'y en a pas. On va revenir sur les orientations pour 2020. Plus de 73 000 nouveaux bacheliers. Vous dites que vous allez envoyer 25 000 nouveaux bacheliers à l'UCAD. Oui. Alors, il y a des problèmes. Ces universités publiques sont presque toutes surpeuplées, alors que vous prenez l'engagement d'enrôler tout le monde. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'approche des 100 000 étudiants, pour être précis, on tourne autour de 80 000 actuellement, avec un déficit d'enseignants, d'amphithéâtres. Quand même, les cours se déroulent parfois sous des tentes. Babacar, je voudrais tout simplement préciser que à chaque fois que nous disons que nous orientons des étudiants, un nombre d'étudiants dans des universités, nous avons déjà discuté avec les instances de ces universités. Il peut y avoir des différences d'appréciation, mais dans le processus, c'est d'un commun accord que le ministère et les instances décident des capacités. Mais en ce qui concerne l'université Cheikh Anta Diop, nous n'avons pas de divergence. Ce qu'il faut dire et saluer, c'est que le système universitaire sénégalais a constaté que cette année, il y a 20 000 bacheliers de plus et qu'il faut les orienter dans les enseignements. Donc des efforts considérables ont été faits par les pouvoirs publics, mais les universités aussi ont fait les efforts qu'il fallait. Et ça, je vous dis que c'est un grand consensus, aussi bien avec les instances qu'avec les syndicats d'enseignants, avec qui nous sommes en contact. Donc, l'année dernière, on a orienté 23 000 à l'université Cheikh Anta Diop, c'est 23 000. Les 23 000, cette année, avec une augmentation de 20 000, on ne passe qu'à 25 000. Je ne pense pas qu'il y ait un effort important par rapport à l'année dernière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, au courant de l'année passée, des efforts ont été effectués par le gouvernement avec la construction d'amphithéâtres, mais aussi le soutien de quelques instances académiques pour améliorer les conditions d'accueil. 25 000 à l'entrée pour une université dans un système LMD où le nombre d'étudiants est de 80 000. Je pense que nous sommes vraiment dans les normes, parce qu'il faut considérer qu'il y a des entrées et des sorties. Hein. De façon plus globale, c'est même cette carte universitaire qui n'offre pas une belle image. Les problèmes partout. Bambey, par exemple, l'université Alioune Diop, quand les enseignants et les étudiants sont obligés d'emprunter des salles de classe de collèges et lycées de la ville pour faire leurs travaux dirigés, par exemple. On n'emprunte pas des salles de classe à Bambey dans des collèges et des lycées. On a mis à disposition un lycée, un bâtiment qui devait servir de lycée et qui n'a pas été utilisé par le ministère de l'Éducation nationale. On a mis à la disposition de Bambey. Ça, je précise d'abord. Mais ce qu'il faut retenir, ça n'appartient pas à l'université de Bambey. Ce qu'il faut retenir de Bambey, il y a une sortie des étudiants, une grève, ils ont voulu marcher. Mais en termes d'infrastructure, la seule demande qu'ils avaient au niveau académique, c'est la construction d'un amphithéâtre de 600 places. C'est la seule revendication. Et cela, c'est lié à quoi? C'est qu'à Bambey, il n'y a qu'un seul amphithéâtre de 500 places. Et que cet amphithéâtre est utilisé
a atteint les limites de l'utilisation. Il s'est posé un problème. Et c'est cette année que le problème s'est posé. L'année dernière, il m'avait demandé d'aller vers la construction de l'amphithéâtre. Ensuite, ils m'ont dit que s'il avait le lycée de Bambey, ça réglait leur problème. J'ai mis le lycée de Palais à leur disposition et on a équipé. Maintenant, la revendication se pose, mais il faut rappeler, on en prend compte, acte. On essaiera de résoudre les problèmes selon nos capacités. Mais je rappelle que ça fait 2 ans, Bambey a réceptionné les travaux du PGFSUP. Et c'est dans ces travaux qu'ils ont eu pour la première fois l'amphithéâtre de 500 places dont on a parlé et un certain nombre d'équipements. Vous avez, dans votre face-à-face avec les députés hier, pris l'engagement de régler tous ces problèmes d'infrastructure, d'achever les travaux de ces universités aussi en construction. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio ou l'université Elhadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum, université qui s'étale sur 4 régions, Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine. À Fatick, par exemple, ce sont des images qu'on voit tous les jours. À Fatick, qui abrite donc des unités de cette université du Sine Saloum, des cours qui se déroulent, par exemple, dans une salle de l'ancien siège de la mairie, des locaux vétustes, problème de sécurité même qui s'oppose. Oui, il y a une situation qui est là, qui a des inconvénients. On avait lancé les travaux de l'université de Fatick qui devraient être livrés depuis un certain bout de temps. Des enseignants ont été recrutés. Ils ont dit qu'ils pouvaient recevoir un certain nombre d'étudiants. L'université de Fatick, c'est 30 000 étudiants. L'université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niasse, c'est 30 000 étudiants de capacité. Aujourd'hui, ils sont à 3 000 étudiants. Cela veut dire que l'idée de départ, qui était une bonne idée, c'était de démarrer les cours avec les enseignants qui sont sur place en attendant de réceptionner les universités. Ce qu'il faut dire, après l'université de Saint-Louis, qui a été construite d'un seul coup, c'est la première fois à l'université Amadou Mahtar Mbow et à Hussein qu'un gouvernement du Sénégal décide de construire une université nouvelle. Toutes les autres universités ont été, soit on a pris des infrastructures qui étaient sur place, on a mis l'université, ensuite on a amené les équipements. C'était la première fois sur Hussein et sur Amadou Mahtar Mbow. Le projet est parti avec quelques difficultés dans la conception. Ce n'est pas de la part du gouvernement, c'est le gouvernement qui est en train de rectifier. C'est le gouvernement qui a engagé les sociétés qui étaient censées respecter les délais de construction. Oui, mais nous sommes dans l'espace universitaire. Nous sommes dans l'espace universitaire. Tout se fait avec les instances académiques sur université à un moment bien déterminé. Les entreprises ont accusé du retard. C'est aussi la responsabilité du gouvernement. Oui, le gouvernement assume pleinement sa responsabilité. Mais dans la conception de l'université, on est allé sur un projet qui n'était pas viable. La preuve aujourd'hui, pour terminer cela, on est obligé de tout reprendre. Le gouvernement a appelé à une réunion avec les instances académiques pour reconsidérer l'université qui a été proposée. Mais là ne se situe pas le problème, Babacar. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une bonne volonté de créer ces nouvelles infrastructures il y avait un consensus autour de l'élargissement de la carte universitaire, avec la création d'universités dans différentes régions, avec des orientations académiques bien définies. On est dans cette direction, on a quelques problèmes et aujourd'hui le gouvernement du Sénégal s'est engagé à régler le problème. Qu'est-ce qui se passe? Dans le budget de 2021, comme vous l'avez vu, on a prévu 30 milliards, 2 fois 15, pour Hussein et Amadou Mahtar Mbow. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un budget programme. Sur les 3 ans, si on engage chaque année 30 milliards, ça fait 90 milliards. 45 milliards par université. L'université Amadou Mahtar Mbow, les travaux ont démarré, il suffit de compléter. Sur l'université Hussein de Kaolack, parce que c'est la phase 1 qu'on démarre, sur 45 milliards, on a largement
les capacités de terminer cette université. Ce qui fait que, je vous dis, là où je vous dis, c'est que le gouvernement, l'engagement du gouvernement, c'est de terminer tous les chantiers qui étaient là, qui sont des chantiers qui datent depuis longtemps. Avant d'engager d'autres chantiers, on va les terminer dans les 2 ans et ensuite, dans le cadre d'une concertation large qui va démarrer d'ailleurs incessamment parce que nous allons commencer à évaluer la réforme de l'enseignement supérieur de 2013, on aura une nouvelle orientation avec de nouveaux paradigmes qui nous permettront de construire notre système universitaire. Mais le système universitaire qu'on va construire, je ne pense pas que l'orientation sur la construction à outrance d'infrastructures physiques va être l'axe central avec l'utilisation de l'enseignement à distance. Alors, ils nous en voudraient, si on ne parle pas de les étudiants de l'université de Thiès, qui va d'ailleurs s'appeler Ibader Thiam et qui compte 6000 étudiants avec là aussi un déficit d'infrastructures énorme, les chantiers au ralenti, aucune livraison depuis 5 ans. L'université de Thiès obligée de dépenser 100 millions de francs CFA chaque année pour louer des bâtiments. Même le rectorat est allé louer un immeuble pour s'en servir comme siège. Assez symbolique de ce déficit de... Il faut avoir... Moi, je pense que c'est normal qu'il pose des problèmes sur cet angle-là. Mais sur l'université de Thiès, moi, je retiendrai que d'ici la fin de l'année, on va réceptionner le PGFSUP. C'est 4 milliards et quelques d'investissements. Il y a un avenant qu'on devrait signer de 600 millions parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qu'on va le faire. Mais ce qu'il faut dire, l'université, ce n'est pas une création, c'est pas une nouvelle création. C'est une ancienne création qui était là, où il n'y avait même pas de locaux destinés à l'université de Thiès. Aujourd'hui, on a des locaux avec des infrastructures qui sont là, qui sont terminées à 95%. À 95%. Ça, vous vérifierez, vous leur demandez les travaux. Ça va s'achever quand c'est... Ça, j'ai dit, ça va s'achever d'ici la fin de l'année parce qu'en janvier, ces établissements vont y... Mais le problème à Thiès, c'est que ces infrastructures, l'orientation de Thiès, c'est une université technologique, scientifique. Donc ces infrastructures-là n'ont pas de grande capacité d'accueil. C'est destiné à des écoles comme l'UIT, à d'autres UFR scientifiques. C'est pas, mais on va aller dans une nouvelle orientation. Et la revendication aujourd'hui que j'ai eue de Thiès, qui émane des instances académiques et des syndicats, c'est la construction de deux amphithéâtres de 500 places. J'ai donné l'accord et on va construire ces 2 amphithéâtres. Et ça nous permettrait de régler les problèmes pour le moment en allant vers d'autres. Cela veut dire que moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que aujourd'hui, ce qui reste, c'est à la portée du ministère de l'Enseignement supérieur. On peut le trouver dans le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un pas important. Avant, les revendications, les demandes qui étaient, il n'y avait pas de solution possible. Ça n'existait pas dans le budget. Vous prenez l'engagement de tout finir? Non, j'ai pris l'engagement devant la communauté. Ils savent. En une année, on a construit beaucoup de choses. L'année prochaine, ils savent que ces revendications-là qui se trouvent qui sont posées dans ces universités à Bambey, à Thiès, à Ziguinchor, seront Ziguinchor parce que Ziguinchor, vous en parlez, c'est très bien parce que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, l'université. Oui, on reviendra là-dessus, mais j'ai dit... Une université qui a Ziguinchor, à Sansec, qui a les mêmes problèmes d'infrastructure que les autres, mais sur le plan pédagogique, pas de passage en année supérieure, une sorte d'année blanche qui ne dit pas son nom. Il y a de gros problèmes à l'université à Sansec de Ziguinchor, il faut le dire. Il y a des problèmes de grève des étudiants qui a duré sur une bonne période. Les enseignants aussi. Les enseignants aussi ont fait la grève, mais pas au même niveau que les étudiants. Il y a des filières qui ont terminé l'année en sciences, l'UFR sciences, santé, en l'UFR santé, ils ont terminé. Les autres, ils vont terminer avec beaucoup de retard, d'ici le mois de mars peut-être, mais ils vont terminer et redémarrer. Il y a eu des problèmes d'infrastructure. Ils ont fait des demandes. On a construit 3 amphithéâtres l'année dernière. On vient de terminer et de livrer 16 salles de cours et de TVD. C'était une grande demande.
Et l'année prochaine, on va redémarrer, c'est déjà dans le budget de 2021, les chantiers du PGF-SUP qui, à coup sûr, permettront de donner à l'université Assane Seck de Ziguinchor une dimension pour jouer le rôle qu'on attend de cette université-là. Les problèmes, comme je l'ai dit, c'est des problèmes de déroulement normal des cours. C'est que la situation pédagogique où il n'y aura pas de... Personne ne passe. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réalité. Et cela veut dire que tout simplement leur année a été dépassée et enjambe le mois de l'année 2021. Mais ce n'est pas une année blanche ni une année zéro. À un moment bien déterminé, ça a été soulevé, mais les instances académiques ne sont pas allées dans ce sens-là, et le ministère aussi. Cher Omar Anne, l'invité du grand jury de RFM cette semaine, la question des bourses, on y arrive. L'exemple des plus de 800 élèves professeurs de la FASTEF qui ne reçoivent plus de bourse depuis septembre et qui doivent aller en stage dans toutes les régions du pays. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais on n'a pas de problème de bourse avec les étudiants du Sénégal. Si c'est des étudiants de la FASTEF qui sont boursiers du gouvernement du Sénégal, gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a pas de problème. C'est sous votre responsabilité. Oui, il n'y a pas de problème de bourse parce que vous savez, il peut y avoir des fonctionnaires qui sont sur place, mais les bourses des étudiants gérées par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui est le cas à la FASTEF, il n'y a pas de problème de bourse. Les bourses au Sénégal, c'est des dépenses prioritaires. Les bourses des étudiants, c'est comme les salaires des fonctionnaires. Il ne peut pas y avoir de retard, cette affaire-là. Même en cas de dépassement. Depuis septembre, ils disent qu'ils ne reçoivent plus. Oui, vous savez, l'année se termine en septembre. D'accord? L'année se termine en septembre, c'est une nouvelle année. L'année académique. Hein. Oui, l'année académique, les bourses, c'est d'octobre à septembre. C'est une nouvelle année. Et qui connaît le système universitaire, ils savent que les bourses, pour certains, on a payé, hein, mais pour la majeure partie, c'est en décembre qu'on paye. D'accord? Je viens d'engager 6 milliards de bourses pour le paiement des mois de novembre, d'octobre, novembre et de décembre pour beaucoup d'établissements. Mais ça, c'est ce qui se fait depuis chaque année. Vous savez, s'il y a des retards sur le paiement des bourses des étudiants, c'est la rue qui le montre très rapidement. La revendication des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, ils exigent la création d'un master en développement durable. Allez-vous satisfaire à cette revendication? Sur les masters, je voudrais être précis, très précis. C'est une décision de création de master, c'est une décision qui, à l'origine, vient des instances académiques. Sur la base de critères bien déterminés, nous sommes dans le système CAMES. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait des conditions qui respectent les critères du CAMES. Les critères du CAMES, c'est que pour encadrer un master, il faut être un professeur de rang A. Si les conditions sont réunies, l'Assemblée de département valide, passe à l'Assemblée de l'UFR, qui valide et qui donne à l'Assemblée de l'université. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'intervenant que pour donner son accord ou son désaccord. Au niveau de Bambey, pour ce que j'en sais, parce que je n'ai pas de courrier officiel, il y a eu l'Assemblée de département ou l'Assemblée de l'UFR qui n'a pas validé. Il y a eu, à ce que je sache, un débat sur la loi sur les universités sénégalaises qui doit être appliquée, qui ne dit rien sur les conditions d'ouverture par le respect de présence de rang A ou non, ou c'est les textes de CAMES qui vont être utilisés. Les textes de CAMES, c'est les textes du Sénégal, hein. Le Sénégal est membre du CAMES. Et c'est le CAMES qui gère la carrière des enseignants. Donc, si les CAMES disent que pour organiser, il faut être de rang A, il faut être de rang A. Dans cette filière, il n'y a pas de professeur de rang A.
à ce que je sache. Impossible de faire un master là, en développement durable alors. Impossible. Cette année, je voulais être précis, cette année, le gouvernement du Sénégal a dit à tous les chefs d'établissement, les recteurs, de lui faire le point sur les masters. Et après concertation, nous prendrons la décision parce que les masters, c'est une nouvelle formation. Ce n'est pas la continuité systématique de la licence. C'est de nouvelles formations. Et ce qu'il faut dire, il y a des filières qui, au départ, c'était des filières professionnelles. Il n'était pas prévu de faire des masters. S'il faut en faire, il faut créer les conditions d'abord. Mais on ne peut pas se rêver à dire qu'on crée des masters. Aujourd'hui, nous avons à peu près 11 000 étudiants en master au Sénégal. 11 000 étudiants en master. Et on n'a que à peu près 800 étudiants enseignants de rang A. Vous voyez, c'est à peu près chaque enseignant de rang A gère à peu près 14 étudiants en master. Je ne vois pas des statistiques pareilles dans l'espace commerce ni dans le monde. Donc, il faudra qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse globalement. En tout cas, le gouvernement demande à ce qu'il y ait une corrélation entre les capacités d'accueil de master et les recrutements qui se feront. D'autant plus qu'un master coûte excessivement cher au gouvernement du Sénégal. En termes de bourse, un master, c'est autour de 700 000 francs par an par master. Et nous payons à peu près 25 milliards de bourses au master par an. Donc, il faut qu'on organise. Et les effectifs en master n'ont rien à voir avec le nombre de masters soutenus. Nous payons parfois jusqu'à 6 ans de bourse pour un master. Pour un étudiant. Pour un étudiant, alors qu'un étudiant en master, normalement, c'est 2 ans. Exceptionnellement 3 ans. Mais nous payons jusqu'à 6 ans de bourse dans des cas. Et souvent, nous payons systématiquement 4 ans de bourse en master, ce qui n'est pas en relation avec nos préoccupations. On va revenir sur le nombre de nouveaux bacheliers en 2020, avec cette tendance qui ne change pas. C'est le système qui est comme ça, la même chose toujours, plus de littéraire que de scientifique. Vous êtes scientifique, Cheikh Omar Anne. Cette année donc, sur les 73 000 nouveaux bacheliers, il y a 57 056 littéraires pour seulement 13 452 scientifiques. Il y en a qui appellent à un renversement de la tendance, c'est-à-dire qu'il y ait plus de bacheliers pour les baccalauréats scientifiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le gouvernement, il veut ça aussi? Oui, c'est une orientation ferme du gouvernement avec les nouvelles créations qu'on a. C'est un objectif. Maintenant, il faudra qu'on s'assoie et qu'on mette le problème sur la table. Parce que on a un système qui fait qu'on différencie selon les bacheliers à outrance. Ce n'est plus le cas dans beaucoup de systèmes. Il faudra qu'on essaie de voir. Et ensuite, le gouvernement prend des mesures. Et cette année, sur l'augmentation des bacheliers de 20% correspond aussi à une augmentation de 20% des bacheliers scientifiques. C'est partout, ça a augmenté partout, dans les mêmes tendances. Cela veut dire qu'on augmente les capacités pour les bacheliers scientifiques, mais en même temps, on augmente les capacités pour les bacheliers littéraires. Je pense qu'il faudra poser le problème avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'on réfléchisse davantage. En tout cas, le premier pas que nous allons faire cette année, nous, c'est de reprendre l'organisation du bac, l'organisation académique du bac, qui est le premier diplôme de l'université. L'office du baccalauréat ne sera plus l'organe qui organise seulement, mais c'est l'organe qui supervise et aussi bien du plan de l'organisation matérielle que de l'organisation académique. Ça nous permettra d'établir des contacts, des échanges avec le système, avec l'éducation nationale, pour voir quelles sont les réformes qu'il faudra faire. Parce qu'il faudra, à partir de maintenant, si on veut inverser la tendance, former des professeurs dans les matières scientifiques. Mettre un dispositif dans chaque région où les professeurs, s'ils sont affectés à l'intérieur du pays, les professeurs de maths, qu'ils puissent y rester. Que les profs de physique puissent y rester, qu'ils ne veulent pas tous revenir à Dakar parce que c'est là où ils pourront aussi, en plus de leur charge dans les lycées, faire des cours à domicile et dans les établissements privés. Voilà, c'est un des aspects. Ce n'est pas le seul aspect, mais il y a beaucoup d'autres aspects à faire.
à prendre en compte. Un autre thème dans cette émission, l'immigration clandestine. Pourquoi cette question? Parce que ça fait peut-être froid dans le dos quand on voit des étudiants sénégalais faire partie de ces voyages en pirogue vers l'Europe et parfois qui périssent en route. Ça vous a interpellé forcément quand vous avez entendu dire? Je suis interpellé tout simplement en tant que Sénégalais, avant d'être même ministre, quand on voit le nombre de jeunes qui aspirent à quitter ce pays pour aller vers l'Europe. Alors que tout le monde, nous savons, même dans le temps, c'était l'attirance parce qu'on voyait les gens qui partaient, qui revenaient. Il y avait de meilleures conditions. Aujourd'hui, nous voyons que ce qui se passe en Europe, c'est pas l'Eldorado comme on le pensait, mais jusqu'à présent, nos jeunes veulent y aller. Ensuite, dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont très dramatiques, où on a des morts par centaines. Et ça m'interpelle dans ma conscience. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur, nous découvrons beaucoup de choses avec tout le monde. C'est l'ensemble je pense que c'est tous les Sénégalais qui sont interpellés. Il faudra ne pas essayer de jeter la pauvre sur les autres en disant que vous avez failli à votre responsabilité. Ça, c'est un problème national qui interpelle tout le monde. Il faudra qu'on trouve les moyens. Le problème, d'abord, moi, dans ma conception des choses, c'est une maîtrise même de la démographie de notre population, de l'évolution grave. 49%, 46% de notre population a moins de 14 ans. Ceux qui ont 35 ans, c'est plus des 2/3 de notre population. Ça déstabilise beaucoup d'économies. Et c'est un facteur limitant pour tous les pays qui ont une telle démographie. Ce n'est pas avec la baguette magique ou qu'un président se réveille et règle ses problèmes. Mais ce que je peux dire, si on ne règle pas cette question de la jeunesse, nous risquons des crises qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que c'est 2/3 de la population qui auront des problèmes et qui voudront des solutions qui n'existent pas. Il faudra qu'on s'assoie déjà, qu'on maîtrise la question, qu'on trouve des solutions. Mais ce que je peux dire, c'est que les solutions, c'est des solutions qu'on trouvera de nous-mêmes. Ça ne viendra pas de l'Europe, ça ne viendra pas de nulle part. Donc, il faudra déjà d'abord combattre cette idée de dire qu'un Sénégalais, pour se réaliser, doit sortir. Ce n'est pas la vérité. On se réalise dans ce pays-là. Nous tous, nous avons fait nos études ici, on est resté, peut-être on a eu beaucoup plus de chance, peut-être les gens n'ont pas plus de chance. Je suis d'accord qu'il faut revoir toutes les politiques. Par exemple, moi, au niveau de l'enseignement, au niveau du gouvernement, dans le budget du Sénégal, c'est 25% qui est attribué au secteur de l'éducation. 25% du budget, 1000 milliards, c'est énorme. Ensuite, il y a tous les autres budgets des différentes autres structures qui interviennent dans le secteur de la jeunesse. Il y a aussi d'autres budgets, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans d'autres domaines, où la connotation jeune devrait être prise en compte. Parce qu'aujourd'hui, notre agriculture, c'est une agriculture qui, pour l'essentiel, les travailleurs, c'est les jeunes. Mais la structuration que nous avons reçue depuis l'indépendance, dans la distribution des moyens de culture, dans la distribution des soutiens, c'est destiné souvent aux pères de famille, qui souvent ne sont plus en contact, d'accord, avec les préoccupations même de la cellule familiale. Ce qui fait qu'on met beaucoup d'argent dans le secteur agricole. Et ça ne semble pas efficace. Ça ne semble pas efficace pour le moment. Non, oui, il faut on le constate. Et quand on le constate, on les règle. Parce qu'il y a des problèmes qui surgissent d'un seul coup. Personne n'avait prévu cette situation. Pourquoi voudrez-vous la reprise du phénomène de l'immigration clandestine. M. Romar Anne, on va aborder les questions politiques dans cette émission. Oui, mais je voudrais qu'on termine un peu avec cette question de la jeunesse. Une seule phrase. Il faut que tout le peuple, tous les Sénégalais se rendent compte que ce que nous devons faire, c'est une répartition équitable des moyens que nous avons. Et une répartition équitable,
cela veut dire que on ne devrait pas être loin d'attribuer la moitié de ce que nous faisons aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire à la jeunesse. On attend le nouveau gouvernement sur le sujet gouvernement élargi. Non, on va réfléchir, on va poser les bases d'une réflexion, mais c'est une question qui a beaucoup de connotations sociologiques. Dans un village, vous venez, le père de famille, il est là, même le jeune, si c'est lui qui fait tout le travail, qui donne la dépense quotidienne, quand on apporte quelque chose pour la maison, il ne peut pas prendre. Je disais, le nouveau gouvernement est attendu sur tous ces défis pour fixer les jeunes. Le gouvernement élargi à quelques partis d'opposition. Parmi les bénéficiaires de cette ouverture, il y a Aïssata Tall Sall, nommée ministre des Affaires étrangères. Elle est la maire de Podor. Vous êtes du même département. Podor, qui compte au moins 3 ministres, dont vous, 3 ministres dans ce nouveau gouvernement. Le président de la République vous fait la part belle, Podor. Je n'aime pas cette question. Parce que, pourquoi je n'aime pas? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de réponse, mais c'est que ma réponse peut ne pas plaire. Parce que je vais aller dans la même direction que ceux qui ont posé la question. Département de Podor, vous avez dit. Le département de Podor. C'est plusieurs villes. Prenons la ville de Thiès. Les autres départements aussi, c'est plusieurs villes. Prenons la ville de Thiès qui n'est pas un département. Prenons la ville de Thiès. Il y a combien de ministres? Si on prend le département de Thiès, il y a combien de ministres? Il y en a 3. Si on prend Dakar, il y a combien de ministres? Alors pourquoi les 3 de Podor dérangent? Pourquoi les 3 Podor? Parce qu'il y en a qui estiment aussi que le président... Non, est-ce que le problème qu'il faut poser, est-ce que ceux qui sont à Podor, ce qu'on a mis, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils font correctement le job? On n'a jamais eu une approche, vous savez, on n'a jamais eu une approche ethnique sur les questions de gestion de ce pays-là. Certains vous pointent... Non, on a eu des éclairages. On vous pointe justement, on pointe votre gouvernance qui semble, selon ceux qui le disent, qui semble privilégier une communauté par rapport à toutes les autres. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Chrono, vous avez parlé d'Aïssata Tall Sall. C'est une Sénégalaise qui est là connue. On n'a pas milité dans le même parti, jamais. Mais son engagement pour le pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle s'est engagée pour le pays. D'autres ne sont pas engagés. Est-ce que de par son profil, je parle de son profil d'avocat, je parle de son profil de femme politique, je parle de son profil de femme impliquée dans la marche de ce pays, par la contribution intellectuelle et par l'engagement même physique. Est-ce qu'elle mérite d'être ministre? C'est la question qui doit être posée. Est-ce que dans le Sénégal d'aujourd'hui, on peut choisir Aïssata Tall Sall pour en faire un ministre de la République? Moi, je considère qu'elle le mérite et je m'en félicite. Abdoulaye Daouda Diallo, qu'est-ce que vous en pensez? Votre éternel ennemi dans le Podor. Non, on n'est pas des ennemis. On est dans le même parti, que je sache. On a été. Il est le maire de. Il est le maire de Boké Dialobé. Moi, je suis le maire de Ndiouk. Votre collègue au gouvernement aussi. Oui. Mais prenons Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo, ça fait son engagement pour la politique, ça fait au moins plus de 20 ans. Est-ce que vous et lui, ou lui et vous, vous ne devez pas votre carrière auprès de Macky Sall, vous ne le devez pas justement à vos relations personnelles, amicales, profondes avec Macky Sall? Quoi? On doit à Macky Sall quoi? Cette carrière que vous avez auprès de lui, dans tous les cas, c'est Macky Sall, les charges publiques. C'est Macky Sall qui, par la volonté populaire, a la capacité de choisir les hommes à qui il a confiance pour conduire le pays vers les objectifs qu'il a défendus devant le peuple sénégalais, qui lui ont fait confiance. Qui lui a fait confiance. Ça, c'est un. Les critères pour être ministre, je considère que c'est la compétence, la confiance que le président place en vous, et peut-être l'engagement politique. Peut-être on peut en tenir compte, ça peut se justifier, ou les compétences sans être un engagement. Abdoulaye Daouda, comme vous le dites, est maire de Boké Dialobé, inspecteur des emplois au domaine, avec plus de 30 ans, à peu près 30 ans d'expérience, qui fait la politique depuis au moins plus de 20 ans, qui a gagné dans sa commune et dans son département.
Et ça a été ici un critère qu'on a mis sur la table en disant c'est avec ceux qui ont gagné qu'on va diriger. Ils ont gagné à Podor, ils ont gagné plus. On a gagné plus que n'importe qui aux dernières élections, aussi bien locales, législatives que présidentielles. Moi, je ne parle pas de moi, mais je pense que je suis dans l'arène politique depuis plus de 35 ans. En termes de le reste, au plan politique, je pense qu'on peut... C'est pas la première fois que moi j'ai été appelé ou choisi pour être dans un gouvernement. On va terminer parce qu'on veut servir ce pays-là. On va terminer par. Mais ce n'est pas un poste de sinecure. Une question devenue une question traditionnelle. Oui, mais je veux qu'on arrête la connotation donnée aux nominations. À Podor, qu'est-ce qu'on dit? À Podor, qu'est-ce qu'on dit? Macky Sall, il doit faire un troisième mandat. Si on dit que Macky Sall doit faire un troisième mandat, ça se dit partout. Le troisième mandat, c'est sur la table publique. Mais ce n'est pas porté par la paire, ni le camp de Macky Sall. C'est d'autres qui portent le camp. Et moi, j'ai dit la fois dernière, si aujourd'hui l'opposition, dans sa campagne politique de reconstitution, articule sa démarche autour de d'un troisième mandat de Macky Sall, c'est eux qui ont peur. Et ils veulent faire peur au peuple sénégalais. Mais je leur ai dit qu'ils vont se tromper. Parce qu'à force d'agiter ça, c'est le peuple qui va se lever et qui dira que Macky Sall, venez, vous allez être le président. Parce que Macky Sall, aujourd'hui, est majoritaire dans ce pays. Il l'a démontré. Pourquoi l'opposition qui est minoritaire essaie de nous tympaniser avec le troisième mandat en voulant en faire un débat politique? Bravo pour votre grand contour. Vous êtes pour le troisième mandat? Non, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Le jour où je serai prêt à venir défendre ici que Macky Sall peut avoir un troisième mandat. Mais du point de vue de la Constitution, je dis c'est un deuxième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat, c'est un deuxième mandat. Si Macky est candidat 2024. En 2024, du point de vue de la Constitution actuelle, c'est un deuxième mandat. Ah bon? Et non, l'histoire est très récente pour être oubliée, Babacar. On était là en 2012. Wade, c'était la même situation et on a dit qu'il pouvait être candidat. Il a été candidat en 2012. Alors qu'il a été candidat en 2000, en 2007 et en 2012. Alors pour vous, Macky Sall... Parce qu'il a été élu sur la base d'une constitution qui disait qu'il n'y avait pas de limitation de mandat. On va être précis. Quand on comprend ce que vous voulez dire, la constitution actuelle considère le mandat en cours de Macky Sall comme son premier mandat. Je dis que ça, ce n'est pas une nouveauté, Babacar. C'est très récent, ça, ce qui s'est passé au Sénégal en 2012. C'est très récent. En 2012, Wade a été candidat. Et Wade est arrivé au pouvoir en 2000 avec une constitution qui disait que, par le fait du PS, qui disait qu'il n'y avait plus de limitation de mandat du président de la République. L'interprétation de la constitution de 2001, plus tard, a fait dire que le mandat obtenu en 2000 n'était pas concerné par la constitution de 2001. Ce qui fait que Wade a été candidat en 2012. Macky est arrivé en 2012. Par le fait du PS, on avait supprimé PDS, on avait enlevé la limitation du nombre de mandats. Le nombre de mandats n'était plus limité. Donc le mandat... Ensuite, on est allé vers une constitution de 2016. La constitution de 2016 limite à 2 mandats. Le mandat obtenu en 2012 ne peut pas être concerné. C'est récent. Ça, c'est pas moi qui le dis. Merci, cher Omaran. Je rappelle, vous êtes le maire de Ndioum, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci d'être passé devant le grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Demba et Abdou qui est à la régie, mais également à Magui au digital. Restez avec nous. Bonne fin de semaine, bonne fin de week-end. Le grand jury dimanche prochain.